Bonjour. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'en France, nous sommes plutôt réservés lorsqu'il s'agit de parler d'argent, et d'ailleurs assez légers en termes d'éducation financière. La plupart d'entre nous passent leur enfance à s'éduquer pour trouver un bon travail, mais on consacre bien trop peu de temps à nous apprendre comment faire fructifier le fruit de notre labeur. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo où je vais lever le voile sur mon expérience et sur les outils que j'utilise pour gérer ça au quotidien, notamment une application qui m'a beaucoup aidé. Alors, présentation brève, je m'appelle Charles, je suis cadre dirigeant dans une société d'informatique qui est dédiée aux entreprises. Je suis passionné par des sujets IT tels que le cloud, la data et l'IA, mais aussi depuis quelques années par la finance, le Web3, le monde des startups et finalement toutes les innovations business. Alors, petit avertissement, je ne suis ni un expert et je n'invente pas grand-chose ici, je partage simplement mon expérience, ma stratégie qui sont propres à mon contexte, et je tiens également à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et qu'à part quelques likes et retours de votre part, je n'ai pas grand-chose à gagner. Allez, je vous propose un petit moment Calimero. Mon histoire est assez banale. Mes parents ont eu un travail correct, mais n'ont jamais fait fructifier leur argent pour construire un patrimoine. J'ai donc commencé ma vie à partir de pas grand-chose, mis à part l'accès à des études de qualité, ce qui est finalement un très bon départ en soi. Plus sérieusement, j'ai mis des années à comprendre que même avec peu, on peut faire travailler son argent dès le départ et développer petit à petit un patrimoine. Il existe un concept communément appelé la pyramide d'investissement. Il s'agit en réalité de l'illustration des allocations de votre patrimoine, du plus sûr jusqu'au plus risqué. Et on dit qu'une bonne gestion de patrimoine se fait avec une bonne diversification. Alors voici une illustration finalement de la pyramide d'investissement. Alors ce petit graphique provient du site ADI, c'est Avenue des investisseurs. D'ailleurs, je vous recommande ce site qui est très bien pour apprendre pas mal de choses. Pour faire simple, en bas de la pyramide, on retrouve les fondamentaux. Le logement où l'on vit, l'épargne de précaution et les fonds sécurisés dits liquides. Ce sont des investissements à court terme et pour les besoins de liquidité. Plus on monte dans la pyramide, plus on retrouve des placements non liquides, mobiliers ou immobiliers, et des placements plus long terme. Ces placements répondent soit à des objectifs de rendement, soit de fiscalité, soit les deux. Tout en haut, il s'agit des placements très risqués, voire exotiques. En gestion de patrimoine, il faut donc identifier sa propre stratégie de diversification en fonction de sa situation et de ses objectifs. Par exemple, croissance de patrimoine, indépendance financière, de la préparation à la retraite, une transmission ou tout autre projet spécifique, mais aussi en fonction de son aversion au risque. Évidemment, chaque contexte est unique et il appartient à chacun de faire ses choix en fonction de ses propres objectifs et de sa situation. Cependant, je vous propose, en toute transparence, de vous expliquer ma propre stratégie et mon expérience, aussi minime soit-elle, si elle peut être utile à certains. Alors, petit learning, petite astuce simple, j'ai commencé à ouvrir un compte dans une banque en ligne totalement gratuite, en plus de ma banque traditionnelle. Ça m'a permis d'avoir une carte de secours et c'est également là que j'ai ouvert un PEA, à ouvrir assez tôt car c'est la date d'ouverture qui compte, qui déclenche le décompte pour la fiscalité des plus-values. Les investissements en actions, obligations, en immobilier ou les placements exotiques ne sont pas liquides. C'est-à-dire qu'il est difficile, en cas de besoin, de récupérer rapidement de la liquidité sans subir une fiscalité importante. Par conséquent, il est important de conserver une épargne de précaution sur des livrets et ou sur des fonds euros en assurance vie en fonction des plafonds. Le rendement est faible, mais on peut récupérer son argent en cas de coup dur, pour un voyage, pour un projet spécifique comme des travaux ou autre. L'essentiel, c'est de ne garder que sur ses comptes courants ce qui est nécessaire pour gérer les dépenses mensuelles, et pas plus. Parce que de l'argent qui dort sur vos comptes courants, c'est un rendement très négatif en raison de l'inflation. Pour l'assurance vie, c'est aussi important de l'ouvrir le plus tôt possible. Je conseille de faire très attention aux frais, de privilégier de la gestion libre et vous pourrez y placer des fonds en euros pour votre épargne de précaution avec des frais très limités si vos livrets sont pleins. En ce qui concerne l'immobilier, ma stratégie à ce stade elle est plutôt simple. Profiter au maximum de l'effet de levier possible en France grâce aux emprunts immobiliers. J'ai réalisé assez rapidement dans ma vie un investissement Pinel qui n'était certainement pas la meilleure idée que j'ai eue en termes de rendement net, mais c'était une première action défiscalisante. En fonction de la situation, l'investissement dans une résidence principale peut être ou ne pas être une bonne idée en raison notamment des coûts de mobilité, principalement les frais de notaire.
Mais encore une fois, ce qui compte, c'est d'utiliser l'intégralité de sa capacité d'endettement, même si on loue son propre logement et qu'on fait de l'investissement locatif à côté. Donc pour le moment, mon déclencheur, c'est mon taux d'endettement, que ce soit pour ma résidence principale ou pour le locatif. Pour le moment, tout cela appartient beaucoup plus à la banque qu'à moi-même, mais chaque mois, j'augmente mon patrimoine net petit à petit en utilisant de l'argent qui ne m'appartient pas et avec un très faible coût d'épargne. C'est ce que l'on appelle l'effet de levier. Et il est probable qu'avec le temps, ma capacité d'endettement évolue moins vite que mon patrimoine net et il sera alors possible de regarder d'autres placements immobiliers comme les SCPI par exemple pour garder un équilibre entre le mobilier et l'immobilier et respecter mon allocation de 40% que j'ai prévue dans ma pyramide. Évidemment, le contexte actuel de l'immobilier doit être pris en compte pour agir avec prudence. Très important pour ceux qui ont déjà fait des investissements immobiliers, pensez à faire systématiquement des délégations d'assurance de prêt, car l'économie, elle est énorme sur la durée. En ce qui concerne les investissements en actions, j'essaie d'y allouer 40% de mon patrimoine net. Pour commencer, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui propose un PE, un plan d'épargne entreprise, avec un peu d'abondement. Donc je conseille d'y allouer, pour ceux qui sont dans la même situation, un prélèvement sur salaire qui permet d'utiliser 100% de cet abondement. J'ai aussi quelques RSU, donc des Restricted Stock Units, qui correspondent à des attributions d'actions gratuites que je peux vendre ou non et réallouer lorsqu'elles sont définitivement acquises. Mis à part ça, ma stratégie, elle est super simple à ce stade. Je place sur mon PEA des ETF. Donc des ETF sont des trackers synthétiques éligibles au PEA qui reproduisent la performance de certains indices comme le MSCI World ou le S&P 500. Ces ETF sont capitalisants, c'est-à-dire que les dividendes sont directement réinvestis dans le portefeuille. Après 5 ans, sur un PEA, les gains sont exonérés d'impôts et celui-ci est limité à 150 000 euros. J'ai donc bien le temps de voir venir avant d'aller chercher un autre type de placement, peut-être du private equity un jour, on verra. J'ai aussi testé à plusieurs reprises un produit comme la Lodeum qui est juste un produit défiscalisant, permettant une exonération d'une année sur l'autre par l'investissement dans les dom-toms. J'avais dans le passé fait un peu de stock picking, donc des achats de titres directs, mais honnêtement, je ne suis pas assez bon et je n'ai pas assez de temps pour battre les indices boursiers. Je me suis donc plutôt orienté vers une gestion simple et passive qui est la meilleure façon de profiter du rendement du marché global des actions, environ 8 à 10% par an sur du long terme. En ce qui concerne le haut de la pyramide, j'y alloue un maximum de 10% et je tente de bien m'y tenir. Ce sont des investissements beaucoup plus risqués et il faut y mettre uniquement l'argent que l'on est prêt à perdre. De mon côté, j'essaie de mêler à ces investissements risqués de l'investissement passion et je répartis donc cela entre de la crypto, des startups et des montres. Pour certains, ce sera du vin, de l'art ou autre, mais ne vous trompez pas, on ne parle pas de grandes sommes. On peut faire un investissement dans une startup en crowdfunding avec un tout petit ticket d'entrée. On peut aussi s'essayer et apprendre en crypto avec peu pour s'éduquer sur ce nouveau marché, ce qui est très important. Et on peut s'acheter une montre qui aura tendance à ne pas perdre de valeur, ou pas trop, ou même à en prendre sur le marché. L'idée en tout cas, c'est d'associer un investissement à un plaisir ou un élément de fort intérêt dans lequel on veut s'investir. En ce qui me concerne, pour les cryptos, je fais simple, 40% de Bitcoin, 40% d'Ethereum et 20% sur quelques cryptos dont les projets me parlent comme Polygon, Cardano, Solana, Avalanche, etc. Voilà, j'essaie de tenir ce cap et cette stratégie d'allocation dans ma pyramide. Évidemment, je la fais évoluer en fonction du contexte économique, de mon expérience et de ma situation. Le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible car cela crée un effet boule de neige. Personnellement, je regrette énormément de m'être penché sur le sujet si tard. En réalité, on peut commencer avec très peu. Alors dans l'ordre, comment on s'y prend? Il faut commencer par comprendre ses dépenses et établir son budget pour identifier le montant d'épargne mensuel que l'on peut investir, même si c'est très peu au début. En faisant ça sérieusement, vous allez aussi identifier un certain nombre de dépenses superflues et faire des économies. Des assurances, des abonnements divers ou tout simplement trop de dépenses de consommation que vous pourriez éviter. Ensuite, vous créez votre propre stratégie basée sur la pyramide d'investissement, puis vous essayez de vous y tenir au maximum en utilisant une méthode DCA. Il s'agit d'investir de manière régulière et automatique sans trop se poser de questions en respectant les allocations définies. Je m'étais fixé par exemple d'assurer mon épargne de précaution avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre. Puis j'ai pu mettre en place un peu d'investissement régulier. Alors de mon côté, je fonctionne aussi avec
des investissements un peu plus irréguliers car mon salaire est très variable et il y a certains mois où ma capacité d'épargne est nulle, voire où je suis obligé de puiser dans mon épargne de précaution. Et puis je re-remplis dès que je peux et quand je peux, je réinvestis en suivant ma pyramide d'allocation. Et sur ce qui est investi dans les classes actions, immobilier ou exotiques, je pars du principe de ne pas le toucher et de le laisser sur le long terme pour laisser faire les choses. Sauf phénomène de marché qui me permettent de modifier ma stratégie, ma pyramide, et dans ce cas, je peux refaire des allocations différentes. Nous arrivons à la fin de la première partie concernant la stratégie d'investissement. Alors je tiens à rappeler que j'ai tenté d'expliquer la logique qui sous-tend ma stratégie d'investissement, qui est spécifique à mon contexte. Il est impératif de raisonner en fonction de sa propre situation, de ses objectifs personnels. Maintenant, je vous propose de découvrir comment je supervise tout ça, plutôt qu'avec un fichier Excel de 30 onglets, bien trop compliqué à maintenir et plein de lignes. J'ai découvert une petite pépite en 2021, une application qui s'appelle Finari. Je vous mets le lien en commentaire ou dans le post. En résumé, Finari, ça permet d'avoir une vision centralisée de tout son patrimoine en synchronisant de façon sécurisée tous ses comptes et toutes les plateformes d'investissement. Finari permet de définir ses objectifs, de planifier aussi les allocations en fonction de la pyramide qu'on a définie. Finari apporte des observations intuitives et fournit des recommandations associées, comme l'identification de frais cachés, la diversification géographique, la diversification sectorielle ou la planification des dividendes, de la visibilité sur les investissements les plus populaires de la communauté, etc. Et depuis peu, Finari permet aussi d'investir directement depuis la plateforme en commençant par du DCA sur les crypto-monnaies. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'horizon de l'application avec mon compte. Comme ça, vu que vous connaissez ma stratégie, eh bien vous devriez vous y retrouver. Alors on commence par le tableau de bord. Le tableau de bord est tout à fait complètement finalement personnalisable. On peut afficher son patrimoine, soit en brut, soit en net, soit le patrimoine financier uniquement. On peut choisir la période souhaitée sur laquelle on souhaite visualiser l'évolution. Et puis il y a aussi un petit fil d'actualité qui est assez sympa pour découvrir les dernières vidéos, Finari Talk, analyse de patrimoine ou autre. On retrouve l'affichage de la performance qui est personnalisable en choisissant toutes les catégories qu'on veut voir apparaître, mais aussi la façon d'afficher la performance. Pour des raisons évidentes que même si c'est modeste, j'ai caché les valeurs dans l'application. Ensuite, il y a l'affichage complet du portefeuille pour aller voir tous ses actifs. Ce qui est très sympa ici, c'est l'affichage de la répartition des actifs correspondant en quelque sorte à l'application de la stratégie de diversification dont on a parlé avec la pyramide d'investissement. J'adore aussi la version web qui apporte d'autres vues. On peut choisir de regarder son patrimoine avec une évolution en vue évolution ou en vue de performance, donc plus ou moins value dans le temps. Bref, revenons sur le portefeuille. Dans la partie immobilière, on retrouve ses biens, les emprunts associés aux biens, leurs caractéristiques, une valorisation en direct du bien selon les caractéristiques de celui-ci et de son adresse, son rendement brut, son rendement net, la gestion de l'indivision et bien d'autres informations. Pour chaque catégorie ou actif, ensuite il est possible de voir la performance, la distribution associée et des informations supplémentaires comme des insights. Prenons par exemple la partie actions et fonds où l'on peut voir les allocations sur le PEA dont on parlait plus tôt. Les informations supplémentaires sont très intéressantes aussi. Dans le passé, elles m'ont permis par exemple de voir qu'une des assurances vie que j'avais comportait des frais cachés très importants. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai récupéré tout ça sans la fermer, juste pour le fonds en euros au cas où dans le futur, et j'ai réalloué l'ensemble sur mon PEA. On voit aussi la diversification sectorielle, géographique et les dividendes. Ce que j'aime bien dans une classe d'actifs, c'est aussi regarder quels sont les actifs préférés des autres utilisateurs pour m'aider dans mes propres décisions. Et depuis peu, on retrouve le module Invest qui permet de créer son plan d'investissement en crypto et d'investir directement depuis la plateforme. Alors l'expérience elle est vraiment super simple, c'est intuitif, les frais sont très bas, je le teste là depuis un petit peu plus d'un mois. Évidemment, c'est directement synchronisé avec le patrimoine et on peut aussi transférer ses investissements sur un cold wallet après les avoir faits. Pour ce nouveau module, Finari a obtenu l'enregistrement PSAN, donc prestataire de services sur les actifs numériques. Voilà, ça fait un petit tour d'horizon de l'appli. Deux petites autres fonctionnalités que j'aime bien, c'est la gestion de la famille qui permet de voir le patrimoine global, mais aussi le patrimoine par individu au sein d'une famille. Et la fonctionnalité de déclaration de patrimoine qui permet de générer un export PDF complet et personnalisable, ce qui est très pratique quand on veut aller voir une banque par exemple. Et puis il y a plein de belles choses à venir, comme le planificateur de cash flow pour la gestion des dépenses,
Finery AI, qui est un assistant IA pour travailler vos bilans, vos objectifs et pour vous faire des suggestions, et puis bien d'autres. Finery maintenant, c'est des centaines de milliers d'utilisateurs avec une communauté très active, dont des fans comme moi et aussi des investisseurs. Finery, c'est zéro publicité et zéro utilisation de données. Donc le seul modèle économique, ce sont les abonnements qui sont pris par les utilisateurs. Alors vous pouvez tester l'application gratuitement et comme ça vous pouvez synchroniser jusqu'à 3 comptes. Ensuite il y a une version Finery Lite qui permet d'en synchroniser autant qu'on veut et une version Finery Plus qui permet de profiter en illimité de toutes les fonctionnalités. Je vous mets quelques liens utiles en commentaire par rapport à cette vidéo. C'était la première vidéo de ce genre que je fais, donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, un petit abonnement à la chaîne, un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous remercie. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn où je suis assez actif et je vous laisse le lien donc, vers mon profil en commentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.